et bienvenue dans Espérance, le podcast qui donne confiance en l'avenir. Je m'appelle Marion et j'ai créé ce podcast pour donner de l'élan à un combat qui me tient à cœur, le combat contre la résignation. Chaque jour, j'entends des personnes dire que c'est trop tard, que c'est foutu, qu'il faut ouvrir les yeux et arrêter d'espérer. Ces personnes parlent de leur santé ou de celle d'un proche, de l'environnement, de l'éducation et plus généralement de sujets de société. Grâce à ce podcast, je compte bien vous montrer que tout autour de nous, des personnes incroyables et engagées agissent quotidiennement pour changer le monde en mieux. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en le notant avec 5 étoiles sur iTunes ou en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute. Et si vous pensez qu'il peut apporter un peu d'espérance et de positivité dans la vie de vos proches, n'hésitez pas à leur partager. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram sur le compte Espérance et vous ou poster sous le hashtag #MadeWithEspérance pour que je puisse vous lire et échanger avec vous. Et maintenant, place au sujet du jour. Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. On peut retrouver cette citation sur un des posters de la boutique de l'optimisme, le site créé par Catherine Testa. Si vous ne connaissiez pas Catherine en début d'année, vous l'avez très sûrement découverte pendant le confinement, car ses citations et textes ont été extrêmement relayés. Aujourd'hui, j'ai énormément de gratitude de pouvoir vous présenter un épisode avec Catherine sur l'hypersensibilité. Elle nous raconte son parcours, comment elle a vécu, compris, accepté son hypersensibilité et comment aujourd'hui elle peut mettre en avant cette composante de personnalité comme elle l'appelle pour vivre pleinement alignée. Cet épisode me tient particulièrement à cœur car je partage énormément de valeurs avec Catherine. J'espère qu'il vous aidera et vous plaira. N'hésitez pas à le partager autour de vous pour libérer la parole sur ce sujet parfois délicat. Vous pouvez retrouver Catherine sur ses différents sites et réseaux sociaux sous le nom de Catherine Testa ou l'Optimisme. Tous les liens, ainsi que ceux permettant d'acheter ses livres, sont disponibles dans la description du podcast. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Catherine et merci beaucoup d'avoir accepté de faire cet épisode d'Espérance avec moi. Je suis vraiment ravie de pouvoir te recevoir ici pour parler déjà de ton parcours et puis d'un sujet qui est assez important en ce moment, qui est l'hypersensibilité. On en parle de plus en plus. Donc dans un premier temps, je vais te laisser te présenter de la façon dont tu le souhaites à nos auditeurs. Bon, d'abord, merci Marion déjà pour l'invitation et surtout de t'engager sur ce sujet parce que je me rends compte à quel point ça m'aurait aidé, moi, à l'époque, de mettre quelques mots sur cette composante, on va dire, de caractère. Alors, je m'appelle Catherine Testa. Enfin, tout le monde m'appelle Catherine, quoi. Je suis la fondatrice de l'optimisme.com, dont le but est de partager des initiatives positives, on va dire de sublimer le beau dans notre société à une époque où beaucoup de médias ne parlent que du pire. Donc ça, c'est mon projet aujourd'hui. Et avant, j'ai travaillé pendant des années dans le développement durable et dans le numérique, entre Paris, j'ai vécu à New York, à Barcelone, à Lisbonne. Donc j'ai un parcours de vie assez riche, on va dire, assez dense pour probablement une hypersensible qui s'est beaucoup mis hors zone de confort sans trop comprendre le pourquoi du comment, mais on en parlera, j'imagine juste après. Dans la suite, oui. Alors déjà, est-ce que tu peux expliquer, pas une définition médicale, mais qu'est-ce que c'est en fait d'être hypersensible au quotidien? C'est quoi vraiment qui change par rapport à quelqu'un qui ne le serait pas? Alors, moi, je ne suis pas une théoricienne du sujet, donc je vais que parler par rapport à ma petite personne, par rapport à mon vécu, mon ressenti. Pour moi, c'est avoir les émotions qui viennent sans cesse, sans forcément les souhaiter. C'est-à-dire que au quotidien, comment ça m'impacte? Ça m'impacte par le ressenti immédiat de la personne en face de moi. Donc, c'est-à-dire que, tu vois, dans mon équipe, j'ai des gens qui sont synesthésiques, qui voient les gens en couleur, par exemple. Alors, moi, j'ai pas ça, mais je vais sentir ou pas la personne en face de moi. Dans un environnement bruyant, ça va être hyper compliqué. Je vais avoir beaucoup de tout ce qui est hyper, tu sais, donc j'entends trop aussi par rapport j'ai de l'hyper-audition. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Tout ce qui est hyper-esthésie, je crois que c'est le bon mot. Alors, faudrait le vérifier. Très curieusement,
j'ai de plus en plus sur le corps, c'est-à-dire que de temps en temps, des gens vont me parler, je vais avoir les poils qui se hérissent ou pas, et ça, tu vois, je l'ai pas encore apprivoisé. Donc ça, c'est des émotions qui viennent, qui sont manifestes en fait par rapport à nos 5 sens, j'ai envie de te dire. Et tout l'enjeu est de savoir les gérer parce que pendant très longtemps, finalement, moi, je savais pas les maîtriser, donc je pleurais plutôt facilement, ou alors ça se reportait sur d'autres tics qui vont être alimentaires ou que sais-je, parce que je ne me comprenais pas et je me disais, mais je suis différente des autres, alors qu'on est nombreux quand même, mais dans une société où on t'explique que la fragilité, ça n'a pas sa place, etc., etc., j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que tous ces sens un peu en permanence en éveil n'étaient pas une tare, mais pouvaient être utilisés à partir du moment où on est OK avec. On se dit, c'est pas grave, en fait. C'est juste une composante de caractère, enfin, une composante humaine de nous. C'est vrai que c'est souvent ce qu'on entend, oh là là, t'es trop sensible, tu pleures pour rien, etc. C'est quelque chose qui revient très souvent quand on est hypersensible, alors que c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'on ressent tout en fait plus fort finalement, ou alors avec vraiment voilà, avec les 5 sens. Donc ça peut être quelqu'un qui va vraiment le ressentir effectivement sur la peau ou au niveau du visuel, etc. Donc c'est forcément un petit peu plus dur à vivre. Est-ce que toi, tu as eu ça t'a donné des obstacles dans ta vie ou des moments où cette hypersensibilité, tu t'es dit, oh là là, mais moi, je ne veux pas être comme ça m'empêche en fait d'aller là où je veux? En fait, je pense que ça m'a pas trop empêchée parce que dans ma forme de caractère, j'ai une sorte de résilience qui fait que j'ai plutôt, on va dire, compensé ça par d'autres actions qui m'ont peut-être un peu plus pollué la vie. Je te disais, le fait de ne pas comprendre la société dans laquelle on vivait, moi, c'était vraiment ça mon sujet, c'est-à-dire je ne comprenais pas pourquoi j'avais ce goût de la justice, par exemple. Je pense que beaucoup d'hypersensibles ont c'est l'injustice, tu vois, mais l'injustice qu'on fait aux gens, qu'on fait aux animaux, qu'on fait à la planète. Et je me disais, mais comment ça se fait que les gens ne comprennent pas? Et je me sentais, on va dire, mon obstacle, ça a été plutôt de me sentir hors moule, en me disant, mais personne ne me comprend. Vraiment, je me disais, et je ne comprenais pas que les autres ne comprennent pas en plus. Tu sais, c'était ce sorte de mécanisme un peu vicieux, mais c'était parce que je pense que je ne l'avais pas assumé moi-même, donc je n'avais pas osé l'exprimer. In fine, je n'avais pas osé dire autour de moi, mais les mecs, moi je suis comme ça, je n'y peux rien en fait, je veux pas me mouler à votre norme, un monde où on te dit que, quand j'ai lancé ma boîte, on m'a dit il faudra que tu sois un peu moins sensible, etc., etc. C'est sûr que ça me pose des problèmes au quotidien, c'est-à-dire que je vais pas écraser les autres, je trouve que tout le monde est beau, donc les gens concurrents, je me dis que c'est incroyable parce que ça veut dire qu'eux aussi ils vont dans le même sens que moi et des choses comme ça, donc tu vois, j'ai pas cette agressivité, je crois beaucoup dans la douceur aussi, donc probablement que ça fait que je monte une entreprise de façon complètement déconnectée par rapport à notre société actuelle, mais j'ai pas envie de me conformer à ça. Et tu vois, toutes ces remarques qu'on peut te faire en te disant mais t'es relou à pleurer. Moi, je me rappelle mes potes, c'est triste à dire parce que c'est ton entourage qui se bouffe ça, c'est les gens les plus proches en plus qui se prennent des crises de larmes, etc. Il me disait mais t'es relou à pleurer, et puis et en plus je me sentais relou à pleurer, tu vois, je me disais mais t'es dans une soirée, c'est sympa, etc. Et tu te mets à chialer. Meuf, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Mais en fait, c'est une composante de caractère. Et maintenant, une fois que je l'ai compris, je l'ai expliqué aux autres en disant, bon, voilà, moi, je suis comme ça. Et limite, je l'ai expliqué tant dans ma vie perso que dans ma vie professionnelle, qu'avec les gens avec qui on travaille. Voilà, je suis marquée par des petites choses de temps en temps qui ne sont pas grand-chose dans la vie, mais qui me touchent. Et c'est comme ça. Donc, ouais, le plus grand obstacle, je pense que ça a été ça. Ça a été de le comprendre et de se dire que non, je ne suis pas la seule. Et de trois, c'est d'expliquer aux autres. Ouais. Alors, on reviendra sur le côté professionnel juste après, parce que je pense que c'est vraiment important. Est-ce que, donc, à partir du moment où on se rend compte de cette hypersensibilité, qu'on commence à l'accepter, est-ce que l'accepter, ça suffit, ou est-ce qu'il y a des petites clés à avoir justement pour composer avec? Parce que bon, la société n'est quand même pas... on ne peut pas refaire toute la société autour de nous, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à s'intégrer, etc. Est-ce qu'il y a des petites choses qui t'ont aidé, toi, ou des clés que tu as découvertes sur ton parcours? Ouais, tu vois, justement, j'ai écrit un article avant-hier, je crois, sur LinkedIn en disant
le jour où j'ai compris, en fait. C'est-à-dire que je pense que pendant 35 ans à peu près, ou 33 ans, parce que c'était il y a 2 ans, j'ai porté cette plaie de me dire, je suis trop sensible, il faut que je gère, etc. Il faut que je compose avec pour m'adapter à la société. Jusqu'à un jour où j'ai été dans un événement qui s'appelle les 100 barbares. C'était pour moi des gens brillants, tu sais, c'est des fondateurs d'entreprises, etc., et que j'admirais, mais tu vois, pour leurs compétences intellectuelles, mais aussi pour qui ils étaient. Et à la fin de cet événement, il y a eu une sorte de tour de table où on a demandé à chaque participant qu'est-ce que vous avez pensé du week-end, qu'est-ce que ça vous a appris, etc., etc. Et là, tout d'un coup, j'ai vu ces gens que je trouvais incroyablement intelligents, qui avaient monté plein de projets, etc., avoir tous quasiment les larmes aux yeux en expliquant ce que le week-end leur avait fait ressentir. Et en fait, tous ces gens que j'admirais pour quelque chose de très rationnel, tout d'un coup, montraient toute leur humanité, toute leur sensibilité en n'ayant pas peur d'y aller. Et en osant, il y a quelques larmes qui ont coulé, mais tu sais, de bonhommes, tu vois, des mecs que moi je voyais très forts. Et là, évidemment, en hypersensible, moi aussi, je me suis mis à chialer, quoi. Mais du coup, j'ai compris qu'en fait, on pouvait être soi dans des milieux qui sont des milieux un peu normalement, tu t'attends à ce que ce soit un peu violent, le monde de l'entrepreneuriat, ou que ce soit vraiment le truc un truc d'hypersensible planqué dans sa chambre qui n'arrive pas à gérer avec la société. Et en fait, non, des hypersensibles, il y en a partout. Et à partir du moment où ça a été pour moi un déclencheur, en fait, c'était il y a 4 ans, je crois même, 3 ans. Ça a été un déclencheur. Et à ce moment-là, en fait, je me suis dit, oh là là, en fait, il y a des milieux dans lesquels on peut oser être soi, montrer sa vulnérabilité, sa sensibilité. Et donc, un des premiers conseils, je pense, c'est d'avoir dans son entourage des gens qui sont, entre guillemets, comme toi, parce qu'ils seront toujours là en backup en disant mais t'en fais pas, c'est normal que tu sois révolté de la société, ou alors t'en fais pas, nous on comprend, parce que effectivement tu as toute une partie de la population qui ne comprendra pas cette sensibilité, qui la jugera même, d'avoir pas tout le monde, hein, mais de se dire, je me blâme parce que de toute façon, j'aurai des référents qui vont me comprendre quand je leur dirai, oh là là, ça va pas, en fait. Et je pense que ça, c'est vraiment un des fondements pour peut-être s'accepter soi-même et oser être soi dans une société. Après, maintenant, moi, tu vois, je l'ai exposé. Je veux dire, je l'ai marqué sur mon profil Instagram, sur LinkedIn, j'en parle régulièrement. Et de toute façon, si des gens veulent s'attaquer finalement et me faire du mal, ce qui est, t'as tout un tas de jalousie aussi, parfois, des trucs comme ça, pas de problème. Ils savent, par contre, je leur ai dit la conséquence que ça va avoir sur moi. Tu vois. Et oser le dire, à la limite, ça permet aux autres de comprendre que c'est pas une tare, que c'est ni une tare, c'est pas une qualité, c'est pas un défaut, c'est une composition et on est tous différents en fait. C'est juste que c'est une composition de caractère qu'on a peut-être oubliée. Ouais. C'est hyper important aussi de rappeler ça, que c'est ni un défaut ni une qualité, c'est juste qu'on est comme ça. Et du coup, les deux clés que je retiens dans ce que tu viens de nous dire, c'est d'une part la vulnérabilité. Et ça, c'est quelque chose aussi, on en entend de plus en plus parler. Il y avait notamment, je ne sais pas s'il y a encore, mais il y avait un très beau sujet sur Netflix là-dessus, sur le fait que le courage, en fait, c'est d'être vulnérable. Et c'était ça, je crois d'ailleurs, le titre. Et effectivement, d'être authentique, d'être vulnérable comme ça, de se montrer tel qu'on est. Une fois qu'on a enlevé tous ces masques et qu'on assume, comme tu dis, les gens, ils peuvent venir, mais ils savent à quoi s'attendre. Et la deuxième clé que je retiens, c'est l'entourage forcément, de s'entourer de personnes effectivement un peu ressources, soit qui comprennent, soit qui sont comme nous. Mais en tout cas, effectivement, ça me paraît être une clé très, très importante. Et tu vois, la majorité des hypersensibles que j'ai rencontrés, je les ai rencontrés sur Internet. Du bouche à... tu sais, des gens qui se sont mis à commenter des posts, et, tu vois, comme notre rencontre, tu vois, avec toi, Marion. Mais les barbares, je les ai rencontrés un jour sur Internet. Du coup, on se dit souvent, tu vois, les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'affreux, d'anxiogène. Moi, parmi mes meilleurs potes aujourd'hui, c'est des gens qu'il y a 4 ans n'existaient pas dans mon périmètre proches, qui sont devenus des soutiens, genre inconditionnels aujourd'hui, sans qui je pense que j'arriverais pas à avancer aussi bien. Et donc c'est pour ça aussi se rendre compte que de temps en temps il faut se créer son petit groupe, parce que souvent on se sent seul aussi. Moi par exemple, dans mon périmètre d'amis que j'ai encore, parce que j'ai pas
j'ai pas bazardé toute mon ancienne vie, en fait, d'amis, familiales, etc., etc. Tu as plein de gens qui comprendront jamais et qui l'entendront jamais, et c'est pas grave. C'est normal, ils le vivent pas à l'intérieur. Donc, c'est pour ça aussi, pour tous ceux qui écoutent le podcast et qui se disent ah, moi, je me sens un peu seule parce que j'ai pas ces personnes ressources, il peut se créer des très belles amitiés aussi qui commencent par un truc Internet. Voilà. Et je tiens à le dire parce que j'en connais beaucoup aujourd'hui, en fait. Ouais. J'en avais parlé dans un podcast au tout début, je crois, justement, de ce fait que les réseaux sociaux, parce qu'en fait, quand j'ai commencé le podcast, c'était pendant notamment le confinement, et on avait vu en fait que les réseaux sociaux, il y avait eu un élan de partage et de solidarité absolument énorme, et voilà, comme quoi c'est pas juste quelque chose qui nous isole, au contraire, suivant la façon dont c'est utilisé, ça peut vraiment nous rassembler. Alors... Mais exactement, et on peut se choisir aussi sa petite équipe en fonction de ses valeurs. Tu vois, à partir du moment où, tu sais, moi, je suis désolée, une de mes valeurs, c'est la gentillesse. Je déteste la pédance et j'ai beaucoup, enfin, pour moi, il faut que des gens soient gentils, tu vois. Enfin, ça paraît con à dire dans notre société, mais c'est quelque chose d'essentiel à mon regard, et j'ai rencontré, enfin, de temps en temps, tu rencontres pas forcément dans la vraie vie les bonnes personnes aussi. Et donc, enfin, de temps en temps aussi, il faut quand même le dire, mais aller chercher aussi sur les réseaux sociaux les personnes ressources. Enfin, j'imagine que tous les gens qui suivent ton podcast, a priori aussi, ça va être des potentielles équipes de soutien, en fait. Tu vois. Mais même au-delà de ça, les personnes que je reçois sur le podcast, il y en a beaucoup, comme toi d'ailleurs, que j'ai connues grâce aux réseaux sociaux. Et à chaque fois, je suis pleine de gratitude quand je peux faire ces enregistrements, parce que c'est des personnes de qui j'apprends beaucoup, avec qui j'adore partager et que j'aurais jamais rencontrées si j'étais pas allée sur Facebook ou sur Instagram. Donc, et c'est la beauté des réseaux sociaux, mais ça s'éduque. C'est-à-dire que c'est une sorte de responsabilité aussi individuelle de se dire, je vais aller regarder ce qui me fait du bien et je vais arrêter de mater BFM en permanence parce que ça me fait descendre en énergie, parce que moi, en tant qu'hypersensible, je ne dis pas qu'il faut nier le quotidien. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais de cette intégration à la société, etc., etc. Je veux dire, moi, j'ai bossé dans le développement durable et dans le numérique, autant dire que je suis très, très loin de la naïveté sur ce qui peut arriver demain, tu vois. Enfin, il n'y a pas de problème, je maîtrise les trucs. Mais si je vais... Enfin, mon côté hypersensible, si je mate BFM toute la journée, mais à la fin, je vais me dire, mais je vais être révoltée contre ce qui se passe, contre le monde, et je vais me dire, je vais m'enfermer dans ma bulle, dans ma coquille, en me disant, oh là là là, mon Dieu, tu vois. Donc, c'est aussi, il y a quelque chose qu'on oublie assez, c'est cette responsabilité individuelle qu'on a d'aller s'outiller pour soi-même mener à vie son parcours de vie, en fait. Et son parcours de vie, c'est dans la société telle qu'elle est, qu'est-ce que je fais, moi, pour aller bien, pour rendre les autres heureux, etc., etc. Je partage à 100% tout ce que tu viens de dire. J'avais fait des stories là-dessus il n'y a pas très longtemps, justement, sur le fait de choisir, en fait, de quoi on veut se nourrir au quotidien. Et ça passait aussi par justement les informations, par les médias qu'on suivait. Pour revenir sur l'hypersensibilité au niveau donc, professionnel, est-ce que tu peux nous dire, parce qu'on a dit que ce n'était pas une qualité, pas un défaut, mais est-ce que être hypersensible au travail, puisqu'en plus on va peut-être parler du coup de ton dernier livre, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut avoir quand même un côté soit positif, soit négatif? Est-ce qu'on peut être une personne plus pas compétente, mais plus à l'aise sur certains sujets? Alors, je pense que ça peut être un défaut, ça peut être une tare sur certains métiers. C'est-à-dire que si tu es commercial, te prendre des noms, votre truc, ça ne m'intéresse pas. En tant qu'hypersensible, ça peut être vachement violent, tu vois. Pareil, pour moi, en tant que porteuse de projet, quelqu'un qui me dit c'est débile ton truc, c'est hyper violent, tu vois, alors qu'il a le droit de penser que c'est débile. C'est pas un problème en soi. Et je comprends en plus que lui le pense parce que dans son prisme, voilà, il est très collapsologue, par exemple. Et puis moi, tous mes copains sont collapsos, donc je sais très bien. Alors pour ceux qui écoutent, la collapsologie, c'est la théorie de l'effondrement. Voilà, c'est que globalement, il n'y a rien qui va, tout va disjoncter. Ce que j'entends, parce que moi, je suis formée là-dedans, donc évidemment, mais je crois dans un truc positif. Donc, de fait, ça peut être très violent d'avoir, sur certains jobs, de se confronter au non, de se confronter, par exemple, moi, je suis angoissée des grands événements.
parce que c'est trop d'énergie, c'est trop de, comment ça s'appelle, de gens, de bruit, etc., etc. Pourtant, j'en fais. Par contre, ça me demande d'aller surpasser quelque chose qui n'est pas naturel. C'est-à-dire que en tant qu'auteur, presque, j'ai envie de te dire, ma meilleure zone de confort, tu me poses quelque part avec un ordinateur et à réfléchir, à écrire, je suis la plus heureuse du monde, en fait. Hein. Faut être clair. Donc, le confinement, finalement, pour moi, je l'ai vécu presque joyeusement en me disant ah là, j'ai plus de prétexte à trouver pour ne pas sortir, etc., etc. Donc et pourtant, je suis à la tête d'une entreprise, donc j'ai des salariés à nourrir. Donc de fait, je pouvais être hyper angoissée et pourtant, ça a été une zone personnelle de sublimation dans ce contexte hyper anxiogène où comment tu sauves les jobs, etc., etc. Donc, tu vois, sur certains métiers, ça peut être complexe. Et c'est vrai que quand tu es dans une équipe d'hypersensibles, moi je le sais parce que à peu près toute mon équipe, on a des composantes d'hypersensibilité, du coup, il faut aller rassurer sans cesse les autres. Donc, ça peut être hyper fatigant en fait en tant que manager, tu vois, d'avoir dans ton équipe un ou une hypersensible en se disant putain, il faut que je fasse gaffe à comment je vais le dire. Oh là, je sais. Et toi, en tant qu'hypersensible, tu sais, là, je sais qu'elle va s'inquiéter. Et du coup, tu perds aussi beaucoup d'énergie à aller rassurer les autres. Donc, ça, c'est une composante entre guillemets, négative de l'hypersensibilité. À l'inverse, tout à l'heure, je te parlais du commercial qui va être un hypersensible. Ça va lui faire un affront, par exemple, les noms. Mais par contre, le commercial hypersensible, il va mieux comprendre le client, il va mieux pouvoir l'écouter, il va mieux pouvoir, répondre peut-être à ses demandes, à ses besoins, les anticiper, etc., etc. Du coup, la revers de la médaille, c'est que ça va être peut-être un peu plus dur pour lui, mais pour son job, il va être plus efficace. Même chose en management. Quand tu es un hypersensible en management, tu fais vachement attention à tes équipes. Il a été montré que les introvertis font de meilleurs managers que les extravertis. Parce qu'ils écoutent les autres. Par contre, soi-même, ça peut être hyper fatigant, en fait, parce que tu entends avant même que eux le pensent, ce dont ils ont besoin, etc., etc. Et en tant que patron ou manager, de temps en temps, on te remonte, c'est très violent, en fait. Quand tu es hypersensible que d'être manager, c'est hyper violent. Par contre, tu fais un meilleur manager. Donc, tu vois, c'est toutes ces choses un peu, on va dire, un peu paradoxales. Tu as des boulots où tu seras meilleur que les autres, mais qui seront compliqués à gérer pour toi, mais c'est aussi l'apprentissage, en fait, l'apprentissage de la vie. Et par contre, c'est vrai, de temps en temps, je me dis, putain, ça serait moins chiant si on était moins sensible, en fait. Parce que quand tu es sensible, tu fais même attention à ce que ton client soit content. Tu es déçu quand lui, il n'est pas content parce que tu vois, c'est plus dur, en fait, je pense, au quotidien à gérer, mais c'est comme ça. Et pour autant, je n'ai pas envie de changer, en fait. Tu vois. Et je n'ai pas envie que mes équipes changent pour se dire, allez, on va tous être des requins, ça sera plus facile. L'implication émotionnelle est plus forte. Donc déjà que dans notre société actuelle, les émotions, c'est quand même un sujet compliqué. Alors en plus, quand elles sont aussi fortes, forcément, ça rend, notamment dans le milieu professionnel, les choses un petit peu plus, parfois un petit peu plus difficiles. C'est pour ça que le poser est important. Tu vois, en se disant c'est bon, on est des sensibles, donc de toute façon, on va surréagir à des trucs. Sachons-le les uns les autres, ça va nous permettre peut-être d'équilibrer et c'est pas des drames, tu vois. C'est-à-dire, de temps en temps, tu fais une remarque à quelqu'un, tu la prends hyper à cœur parce que toi-même, tu sais que tu aurais pu faire mieux, tu vois, et c'est pas grave en fait. Là, c'est que ça passe en fait, mais on sait qu'on vit plus intensément. Oui, exactement. Bon, ça passe vraiment trop vite. On arrive déjà quasiment à la fin du podcast. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter ou un message que tu souhaiterais faire passer, soit sur l'hypersensibilité, soit sur autre chose aux auditeurs qui nous écoutent? Oui, sur l'assumer. Je pense qu'à partir du moment, déjà, on a du mal de temps en temps à savoir si on est juste un peu casse-couille ou vraiment hypersensible. À partir du moment où vous vous posez la question, c'est a priori que vous êtes hypersensible. Ce n'est pas la peine de se torturer l'esprit, etc., etc. Et le dire aux autres. Je crois que c'est vraiment le plus grand message qu'on a en disant, voilà, je suis comme ça, c'est pas... et tu peux me faire autant travailler sur le sujet qu'il n'est possible, je ne changerai pas parce que c'est partie intégrante de qui je suis en fait. Et plus je vais essayer de m'adapter, plus je vais perdre moi-même qui je suis et moins ça va aller au final. C'est-à-dire que soit je vais compenser sur des tocs, sur des manies, sur tu sais, tout ce qui peut arriver aux hypersensibles, tu vois, soit je vais aller compenser, soit je ne vais pas être heureux.
tu vois. Ouais. Donc, ça ne sert à rien d'essayer d'aller le contrer. Il faut plutôt l'expliquer en disant, bon, bah, c'est comme ça. Moi, à un moment donné, je me rappelle, mais c'était il y a 12-13 ans avant que je comprenne en fait ce que c'était que l'hypersensibilité. J'avais dit à mon coloc à l'époque, franchement, si tu vois que je commence à tourner en rond, à tourner en boucle et à être triste, tu m'envoies courir. Tu m'envoies au sport. Tu vois, non, mais pour te dire à quel point, finalement, intuitivement, j'avais compris que je pouvais tourner en rond, tu vois, sur des trucs, et je lui avais dit, tu m'envoies faire autre chose. Tu vois, c'était marrant. C'était, je pense, tu vois, les prémices de comment j'arrive à contrer, en fait, cette sorte d'hypersensibilité qui peut être chiante pour les autres aussi. C'est ça aussi qu'il faut oser dire. Ouais. C'est qu'on peut paraître, mais tu sais, ce que je te disais tout à l'heure, les potes qui te disent que t'es relou, et ils ont raison en soi, parce que le reste de l'humanité ne fonctionne pas de la même façon. Donc, ouais, c'est compliqué de gérer quelqu'un qui de temps en temps est triste, qui pleure, qui mange les émotions, etc. etc. Mais une fois qu'on l'a dit, on devient ce on assume. Et je C'est pense ça. que c'est le plus grand message que je pourrais dire à tous, c'est d'oser le dire et d'oser l'expliquer. Limite, filer 2-3 articles. Moi, je sais que j'avais fait pour ça. Je l'avais fait pour tout ce qui était thématique des zèbres, tu sais, Ouais. cette envie d'apprendre en permanence des nouvelles choses. Je disais aux gens, mais moi, effectivement, j'ai la curiosité, la pensée systémique. Et en fait, à chaque fois, j'envoyais un article en disant, bah, tu vois, c'est ça. Ouais. Comme ça me permettait de cautionner. Donc, tu vois, si tu as des articles en plus des podcasts, etc., ça permet aux gens de dire, regarde, c'est une composante de caractère, c'est pas que moi. C'est ça. Parce que je pense qu'il y a des gens qui vont t'écouter, qui vont être un petit peu, oh là là, mais moi, si j'envoie ça, j'ai un peu peur de ce qu'on va dire. Est-ce que toi, dans ton expérience, tu as eu ne serait-ce qu'une seule fois où tu as envoyé ce genre d'informations et tu as eu un retour négatif de la part de la personne à qui tu l'as Oui. envoyé? Oui, alors c'était pas un article que j'avais envoyé, c'était une conversation que j'avais eue avec un très bon ami. Justement, un soir où j'étais fatiguée, c'était à la fin de la rédaction de mon premier livre. La première sortie que je fais, tu vois, après presque 2 mois d'enfermement, plein de conférences, mais vraiment, j'étais épuisée, en fait, moralement parlant, et je vois 2 copains qui sont des amis de 10 ans, tu vois, et là, je m'effondre en pleurs, tu vois, alors que c'était ma première soirée un peu délivrée de toute cette pression. Et du coup, là, j'explique à ces 2 amis, je leur dis, bah voilà, c'est une composante de caractère, je suis comme ça, et sur les 2, il y en a un qui n'a pas du tout compris. Et du coup, on est moins proches aujourd'hui, parce que je ne veux pas m'adapter en fait à bah oui, si je suis fatiguée, que je pleure, ça sera comme ça. Je ne veux pas me sentir jugée. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour ceux qui ne comprennent pas, ils n'ont pas moins de valeur à mes yeux, en fait. Hein. Ça reste des amis. Par contre, je sais que c'est plus des interlocuteurs sur le sujet. On a peut-être pris aussi un peu de distance. Mais quelqu'un qui ne te comprend pas là-dessus, c'est aussi quelqu'un qui n'a peut-être rien à faire dans ton périmètre le plus proche. C'est assez difficile à dire parce que de temps en temps, c'est avec des gens de la famille, tu vois. De temps en temps, c'est avec d'autres personnes. Mais quelqu'un qui t'aime, de toute façon, il t'aimera pour qui tu es, en fait, et pas pour ton adaptation à qui il est lui. Donc, ça peut être violent. Disons-le, ça peut être violent, mais c'est un parcours vers un peu plus soi-même. Et c'est pour ça que je disais que avoir cette troupe de gens qui peuvent t'aider, tu vois, enfin, que ce soit au sein de ta communauté, des gens qui écoutent le podcast, ou que ce soit dans 1-2 référents hypersensibles dans le coin, ça permettra de te dire, bah ouais, moi aussi, je l'ai vécu, c'est pas cool. Ça remet en cause des fondements d'amitié aussi, donc c'est pas facile à vivre, mais c'est aussi ce qui te permet, toi, d'exprimer ton essence et qui tu es, et sans devoir la pervertir, en fait. Et ça, c'est quand même, je pense, suffisamment plus important que sauvegarder une amitié. En plus, les amitiés, ça va, ça vient, tu vois. C'est possible que tu mettes un peu de distance enfin voilà, tu as été très proche pendant 10 ans, tu mets un peu de distance pendant 10 ans et tu seras peut-être plus proche dans 10 ans. Il y a aussi cette notion du temps. Souvent, on se dit, oh là là, à court terme, ça va faire ça. Bah ouais, à court terme, ça va peut-être être difficile, mais la vie, c'est une expérience et à long terme, ça te sera peut-être bénéfique que d'avoir réussi à faire ça. Du coup, ne pas s'arrêter à l'instant T, à cette souffrance qu'on peut avoir à un instant T, parce que dans 10 ans, tu as des gens qui vont revenir en disant, je comprenais ce que tu m'as dit parce que, etc. etc. Et c'est des processus d'intégration qui, à court terme, ils peuvent se dire, oh, putain, elle se trouve un prétexte d'être chiante. Je vois. C'est dit assez violemment, mais ça va aussi dépendre du parcours que la personne a fait en face, parce que plus on fait du parcours sur soi, enfin tout ce qui est parcours de vie, de développement, tu vois, et des choses comme ça, plus on va se comprendre soi-même, plus on va être tolérant à qui est l'autre. Ouais. Tu vois, et du coup,
oser le faire, c'est peut-être aussi se prendre une claque à court terme, mais se dire, ça servira peut-être à l'autre qui va réfléchir à sa propre sensibilité, etc. Et tu as beaucoup de gens qui sont hypersensibles, qu'on a muselés, en fait, et qui ne s'autorisent même pas leur sensibilité, et du coup, qui tombent dans des sortes de désalignement, tu vois. À un moment donné, moi, je le disais, quand j'étais à New York, j'avais l'impression d'être à côté de mes pompes. C'est-à-dire que c'était une société de l'illusion, fallait paraître. Je me rappelle, moi, quand je mettais des chaussures à talons hauts, j'avais l'impression de me déguiser pour aller à des soirées, tu vois, j'étais plus du tout moi. Et en fait, j'avais l'impression du coup de marcher littéralement à côté de mes pompes. Et à mon avis, on est nombreux en fait, et à se dire, il y a un truc qui ne va pas sans le comprendre, et c'est parce qu'on ne s'est pas compris soi-même. Ouais. Donc, même le fait de faire ça, ça peut inviter l'autre à lui-même explorer son chemin de vie. Donc, tu vois, moi aujourd'hui, ça fait 4 ans que j'ai quitté un job, c'est un truc de réussite traditionnelle, comme on peut le voir de la nana qui est à New York, à Barcelone, machin. Il y a 4 ans, mes copains ne comprenaient pas. Je pense qu'en 4 ans, ils ont quasiment tous démissionné de leur job pour changer quelque chose dans leur vie. Tu vois, que ceux qui soient partis à la campagne, qu'ils aient changé de métier ou des choses comme ça. Et à l'époque, ils ne comprenaient pas du tout. Tu vois. Donc, tu vois, le temps, pensons que le temps ne pensons pas à court terme, en fait. Pensons à long terme en disant on plante des graines, en fait, et les graines, elles vont pousser. Et cette acceptation que l'autre va avoir de toi, c'est peut-être aujourd'hui, mais c'est peut-être dans 5 ans, et tout va bien, en fait. C'est ça. De toute façon, c'est la priorité de pouvoir justement être aligné avec soi-même. On ne peut pas avancer si on est juste désaligné pour faire plaisir aux autres. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, puisque justement, la semaine prochaine sort un podcast sur la quête de sens au travail. Donc voilà, ça reprend exactement ce qui s'est passé peut-être avec tes amis. Écoute, Catherine, merci infiniment. Est-ce que tu peux juste nous dire, avant de terminer, où est-ce qu'on peut retrouver tes différents livres ? Alors, mes différents livres, donc il y en a 2. Il y a Oser l'optimisme, qui est vraiment très très large sur l'optimisme, qui a pour but de s'adresser à tout le monde. Et le deuxième qui s'appelle Oser être soi, même au travail. C'est plutôt dans le deuxième qu'on va vraiment un peu travailler cette toile de fond de la vulnérabilité. Donc, on le trouve à la FNAC, dans toutes les librairies, ou sur notre site qui est l'optimisme.shop. Et moi, on peut me retrouver. Donc, il y a catherinetesta.com ou l'optimisme.com, etc. etc. Et sur LinkedIn. Je communique beaucoup sur LinkedIn parce que mon enjeu aujourd'hui, c'est d'expliquer au monde professionnel, tu vois, que on reste tous des gens singuliers dans nos propres parcours de vie, et que tout est une question de soi à la société, de soi à l'autre, etc. etc. Et de fait, tout est lié. Donc, je communique beaucoup, beaucoup, beaucoup sur LinkedIn pour essayer de faire passer des messages qu'on ne voyait pas avant sur ce sujet-là. Sur ce sujet, ouais. De toute façon, vous retrouvez tous les liens dans la description du podcast, comme d'habitude, que ce soit les réseaux sociaux, les sites internet, LinkedIn, etc. Écoute, Catherine, encore merci infiniment pour tout ce que tu viens de nous partager. Merci d'avoir pris ce temps et je suis ravie d'avoir pu te compter parmi les intervenants sur Espérance. Bravo pour ce que tu fais.